La faute de l'abbé Mouret, partie 4 du livre audio, chapitre 16. Cette évocation des grands bonheurs de sa jeunesse avait donné une légère fièvre à l'abbé Mouret. Il ne sentait plus le froid. Il lâcha les pincettes, s'approcha du lit comme s'il allait se coucher, puis revint appuyer son front contre une vitre, regardant la nuit, sans voir. Était-il donc malade, qu'il éprouvait ainsi une langueur des membres, tandis que le sang lui brûlait les veines? Au séminaire, à 2 reprises, il avait eu des malaises semblables, une sorte d'inquiétude physique qui le rendait très malheureux. Une fois même, il s'était mis au lit avec un gros délire. Puis, il songea à une jeune fille possédée que frère Archangias racontait avoir guérie d'un simple signe de croix un jour qu'elle était tombée raide devant lui. Cela le fit penser aux exorcismes spirituels qu'un de ses maîtres lui avait recommandés autrefois. La prière, la confession générale, la communion fréquente, le choix d'un directeur sage ayant un grand empire sur l'esprit de son pénitent. Et, sans transition, avec une brusquerie qui l'étonna lui-même, il aperçut au fond de sa mémoire la figure ronde d'un de ses anciens amis, un paysan, enfant de cœur à 8 ans, dont la pension au séminaire était payée par une dame qui le protégeait. Il riait toujours, il jouissait naïvement à l'avance des petits bénéfices du métier, les 1200 francs d'appointement, le presbytère au fond d'un jardin, les cadeaux, les invitations à dîner, les menus profits des mariages, des baptêmes, des enterrements. Celui-là devait être heureux dans sa cure. Le regret mélancolique que lui apportait ce souvenir surprit le prêtre extrêmement. N'était-il pas heureux, lui aussi ? Jusqu'à ce jour, il n'avait rien regretté, rien désiré, rien envié. Et même, en ce moment, il s'interrogeait, il ne trouvait en lui aucun sujet d'amertume. Il était, croyait-il, tel qu'au premier temps de son diaconat, lorsque l'obligation de lire son bréviaire, à des heures déterminées, avait empli ses journées d'une prière continue. Depuis cette époque, les semaines, les mois, les années coulaient, sans qu'il eût le loisir d'une mauvaise pensée. Le doute ne le tourmentait point. Il s'anéantissait devant les mystères qu'il ne pouvait comprendre, il faisait aisément le sacrifice de sa raison, qu'il dédaignait. Au sortir du séminaire, il avait eu la joie de se voir étranger parmi les autres hommes, de ne plus marcher comme eux, de porter autrement la tête, d'avoir des gestes, des mots, des sentiments d'être à part. Il se sentait féminisé, rapproché de l'ange, lavé de son sexe, de son odeur d'homme. Cela le rendait presque fier de ne plus tenir à l'espèce, d'avoir été élevé pour Dieu, soigneusement purgé des ordures humaines par une éducation jalouse. Il lui semblait encore être demeuré pendant des années dans une huile sainte, préparée selon les rites qui lui avaient pénétré les chairs d'un commencement de béatification. Certains de ses organes avaient disparu, dissous peu à peu. Ses membres, son cerveau, s'étaient appauvris de matière pour s'emplir d'âme, d'un air subtil qui le grisait parfois d'un vertige, comme si la terre lui eût manqué brusquement. Il montrait des peurs, des ignorances, des candeurs de fille cloîtrée. Il disait parfois en souriant qu'il continuait son enfance, s'imaginant être resté tout petit, avec les mêmes sensations, les mêmes idées, les mêmes jugements. Ainsi, à 6 ans, il connaissait Dieu autant qu'à 25 ans. Il avait pour le prier des inflexions de voix semblables, des joies enfantines à joindre les mains bien exactement. Le monde lui semblait pareil au monde qu'il voyait jadis, lorsque sa mère le promenait par la main. Il était né prêtre, il avait grandi prêtre. Lorsqu'il faisait preuve, devant la Teuse, de quelque grossière ignorance de la vie, elle le regardait stupéfaite, entre les 2 yeux, en disant avec un singulier sourire qu'il était bien le frère de mademoiselle Désirée. Dans son existence, il ne se rappelait qu'une secousse honteuse. C'était pendant ses derniers 6 mois de séminaire, entre le diaconat et la prêtrise. On lui avait fait lire l'ouvrage de l'abbé Cresson, supérieur du grand séminaire de Valence.
de rebus veneres ad usum confessariorum. Il était sorti épouvanté, sanglotant de cette lecture, cette casuistique savante du vice, étalant l'abomination de l'homme, descendant jusqu'aux cas les plus monstrueux des passions hors nature, violait brutalement sa virginité de corps et d'esprit. Il restait à jamais sali, comme une épousée initiée d'une heure à l'autre aux violences de l'amour, et il revenait fatalement à ce questionnaire de honte, chaque fois qu'il confessait. Si les obscurités du dogme, les devoirs du sacerdoce, la mort de tout libre arbitre le laissaient serein, heureux de n'être que l'enfant de Dieu, il gardait malgré lui l'ébranlement charnel de ces saletés qu'il devait remuer. Il avait conscience d'une tâche ineffaçable, quelque part, au fond de son être, qui pouvait grandir un jour et le couvrir de boue. La lune se levait, derrière les garrigues. L'abbé Mouret, que la fièvre brûlait davantage, ouvrit la fenêtre, s'accouda pour recevoir au visage la fraîcheur de la nuit. Il ne savait plus à quelle heure exacte l'avait pris ce malaise. Il se souvenait pourtant que, le matin, en disant sa messe, il était très calme, très reposé. Ce devait être plus tard, peut-être pendant sa longue marche au soleil, ou sous le frisson des arbres du Paradou, ou dans l'étouffement de la basse-cour de Désiré. Et il revécut la journée. En face de lui, la vaste plaine s'étendait, plus tragique sous la pâleur oblique de la lune. Les oliviers, les amandiers, les arbres maigres faisaient des taches grises au milieu du chaos des grandes roches jusqu'à la ligne sombre des collines de l'horizon. C'étaient de larges pans d'ombre, des arêtes bossuées, des mares de terre sanglantes où les étoiles rouges semblaient se regarder. Des blancheurs crayeuses pareilles à des vêtements de femmes rejetées, découvrant des chairs noyées de ténèbres, assoupies dans les enfoncements des terrains. La nuit, cette campagne ardente prenait un étrange vautrement de passion. Elle dormait, débraillée, déhanchée, tordue, les membres écartés, tandis que de gros soupirs tièdes s'exhalaient d'elle, des arômes puissants de dormeuses en sueur. On eût dit quelque forte cybèle tombée sur l'échine, la gorge en avant, le ventre sous la lune, saoule des ardeurs du soleil et rêvant encore de fécondation. Au loin, le long de ce grand corps, l'abbé Mouret suivait des yeux le chemin des Olivettes, un mince ruban pâle qui s'allongeait comme le lacet flottant d'un corset. Il entendait frère Arcangias, relevant les jupes des gamines qu'il fouettait au sang, crachant au visage des filles, puant lui-même l'odeur d'un bouc qui ne se serait jamais satisfait. Il voyait la Rosalie rire en dessous, de son air de bête lubrique, pendant que le père Bambousse lui jetait des mottes de terre dans les reins. Et là encore, croyait-il, il était bien portant, à peine chauffé à la nuque par la belle matinée. Il ne sentait qu'un frémissement derrière son dos, ce murmure confus de vie qu'il avait entendu vaguement dès le matin, au milieu de sa messe, lorsque le soleil était entré par les fenêtres crevées. Jamais, comme à cette heure de nuit, la campagne ne l'avait inquiété, avec sa poitrine géante, ses ombres molles, ses luisants de peau ambrée, toute cette nudité de déesse, à peine cachée sous la mousseline argentée de la lune. Le jeune prêtre baissa les yeux, regarda le village des Artaud. Le village s'écrasait dans le sommeil lourd de fatigue, dans le néant que dorment les paysans. Pas une lumière, les masures faisaient des tas noirs, que coupaient les raies blanches des ruelles transversales, enfilées par la lune. Les chiens eux-mêmes devaient ronfler au seuil des portes closes. Peut-être les Artaud avaient-ils empoisonné le presbytère de quelque fléau abominable. Derrière lui, il écoutait toujours grossir le souffle dont l'approche était si pleine d'angoisse. Maintenant, il surprenait comme un piétinement de troupeau, une volée de poussière qui lui arrivait grâce des émanations d'une bande de bêtes. Ses pensées du matin lui revenaient sur cette poignée d'hommes recommençant l'étang, poussant entre les rocs pelés ainsi qu'une poignée de chardons que les vents ont semés. Il se sentait assister à l'éclosion lente d'une race. Lorsqu'il était enfant, rien ne le surprenait, ne l'effrayait davantage
que ces myriades d'insectes qu'il voyait sourdre de quelques fentes quand il soulevait certaines pierres humides. Les arceaux, même endormis, éreintés au fond de l'ombre, le troublaient de leur sommeil, dont il retrouvait l'haleine dans l'air qu'il respirait. Il n'aurait voulu que des roches sous sa fenêtre. Le village n'était pas assez mort. Les toits de chaume se gonflaient comme des poitrines. Les gerçures des portes laissaient passer des soupirs, des craquements légers, des silences vivants, révélant dans ce trou la présence d'une portée pullulante, sous le bercement noir de la nuit. Sans doute, c'était cette senteur seule qui lui donnait une nausée. Souvent, il l'avait pourtant respirée aussi forte, sans éprouver d'autre besoin que de se rafraîchir dans la prière. Les tempes en sueur, il alla ouvrir l'autre fenêtre, cherchant un air plus vif. En bas, à gauche, s'étendait le cimetière, avec la haute barre du solitaire, dont pas une brise ne remuait l'ombre. Il montait du champ vide une odeur de pré fauché. Le grand mur gris de l'église, ce mur tout plein de lézards, planté de giroflées, se refroidissait sous la lune, tandis qu'une des larges fenêtres luisait, les vitres pareilles à des plaques d'acier. L'église endormie ne devait vivre à cette heure que de la vie extra-humaine du dieu de l'hostie, enfermé dans le tabernacle. Il songeait à la tache jaune de la veilleuse, mangée par l'ombre, avec une tentation de redescendre pour soulager sa tête malade, au milieu de ces ténèbres pures de toute souillure. Mais une terreur étrange le retint. Il crut tout d'un coup, les yeux fixés sur les vitres allumées par la lune, voir l'église s'éclairer intérieurement d'un éclat de fournaise, d'une splendeur de fête infernale, où tournaient le mois de mai les plantes, les bêtes, les filles des arceaux, qui prenaient furieusement des arbres entre leurs bras nus. Puis, en se penchant au-dessus de lui, il aperçut la basse-cour de Désiré, toute noire, qui fumait. Il ne distinguait pas nettement les cases des lapins, les perchoirs des poules, la cabane des canards. C'était une seule masse tassée dans la puanteur, dormant de la même haleine pestilentielle. Sous la porte de l'étable, la senteur aigre de la chèvre passait, pendant que le petit cochon, vautré sur le dos, soufflait grassement, près d'une écuelle vide. De son gosier de cuivre, le grand coq fauve Alexandre jeta un cri, qui éveilla au loin, un à un, les appels passionnés de tous les coqs du village. Brusquement, l'abbé Mouret se souvint. La fièvre dont il entendait la poursuite l'avait atteint dans la basse-cour de Désiré, en face des poules chaudes encore de leur ponte et des mères lapines s'arrachant le poil du ventre. Alors, la sensation d'une respiration sur son cou fut si nette qu'il se tourna pour voir enfin qui le prenait ainsi à la nuque. Et il se rappela Albine, bondissant hors du paradou, avec la porte qui claquait sur l'apparition d'un jardin enchanté. Il se la rappela galopant le long de l'interminable muraille, suivant le cabriolet à la course, jetant des feuilles de bouleau au vent comme autant de baisers. Il se la rappela encore au crépuscule qui riait des jurons de frère Arcangias, les jupes fuyantes au ras du chemin, pareilles à une petite fumée de poussière roulée par l'air du soir. Elle avait 16 ans. Elle était étrange, avec sa face un peu longue. Elle sentait le grand air, l'herbe, la terre. Et il avait d'elle une mémoire si précise qu'il revoyait une égratignure à l'un de ses poignets souples, rose sur la peau blanche. Pourquoi donc riait-elle ainsi en le regardant de ses yeux bleus? Il était pris dans son rire, comme dans une onde sonore qui résonnait partout contre sa chair. Il la respirait, il l'entendait vibrer en lui. Oui, tout son mal venait de ce rire qu'il avait bu. Debout au milieu de la chambre, les 2 fenêtres ouvertes, il resta grelottant, pris d'une peur qui lui faisait cacher la tête entre les mains. La journée entière aboutissait donc à cette évocation d'une fille blonde, au visage un peu long, aux yeux bleus, et la journée entière entrait par les 2 fenêtres ouvertes. C'était, au loin, la chaleur des terres rouges, la passion des grandes roches, des oliviers poussés dans les pierres, des vignes tordant leurs bras au bord des chemins. C'était, plus près,
les sueurs humaines que l'air apportait des arceaux, les senteurs fades du cimetière, les odeurs d'encens de l'église, perverties par des odeurs de filles aux chevelures grasses. C'étaient encore des vapeurs de fumier, la buée de la basse-cour, les fermentations suffocantes des germes. Et toutes ces haleines affluaient à la fois, en une même bouffée d'asphyxie, si rude, s'enflant avec une telle violence qu'elle l'étouffait. Il fermait ses sens, il essayait de les anéantir, mais, devant lui, Albine reparut comme une grande fleur, poussée et embellie sur ce terreau. Elle était la fleur naturelle de ses ordures, délicate au soleil, ouvrant le jeune bouton de ses épaules blanches, si heureuse de vivre qu'elle sautait de sa tige et qu'elle s'envolait sur sa bouche en le parfumant de son long rire. Le prêtre poussa un cri. Il avait senti une brûlure à ses lèvres. C'était comme un jet ardent qui avait coulé dans ses veines. Alors, cherchant un refuge, il se jeta à genoux devant la statuette de l'Immaculée Conception, en criant, les mains jointes, « Sainte Vierge des Vierges, priez pour moi !» Chapitre 17. L'Immaculée Conception, sur la commode de noyer, souriait tendrement du coin de ses lèvres minces, indiquées d'un trait de carmin. Elle était petite, toute blanche. Son grand voile blanc qui lui tombait de la tête aux pieds n'avait, sur le bord, qu'un filet d'or imperceptible. Sa robe, drapée à longs plis droits sur un corps sans sexe, la serrait au cou, ne dégageait que ce cou flexible. Pas une seule mèche de ses cheveux châtains ne passait. Elle avait le visage rose, avec des yeux clairs tournés vers le ciel. Elle joignait des mains roses, des mains d'enfant, montrant l'extrémité des doigts sous les plis du voile, au-dessus de l'écharpe bleue, qui semblait nouer à sa taille deux bouts flottants du firmament. De toutes ces séductions de femme, aucune n'était nue, excepté ses pieds, des pieds adorablement nus, foulant l'églantier mystique. Et, sur la nudité de ses pieds, poussaient des roses d'or, comme la floraison naturelle de sa chair 2 fois pure. « Vierge fidèle, priez pour moi !» répétait désespérément le prêtre. Celle-là ne l'avait jamais troublé. Elle n'était pas mère encore. Ses bras ne lui tendaient point Jésus. Sa taille ne prenait point les lignes rondes de la fécondité. Elle n'était pas la reine du ciel qui descendait couronnée d'or, vêtue d'or, ainsi qu'une princesse de la terre portée triomphalement par un vol de chérubins. Celle-là ne s'était jamais montrée redoutable, ne lui avait jamais parlé avec la sévérité d'une maîtresse toute puissante, dont la vue seule courbe les fronts dans la poussière. Il osait la regarder, l'aimer, sans craindre d'être ému par la courbe molle de ses cheveux châtains. Il n'avait que l'attendrissement de ses pieds nus, ses pieds d'amour qui fleurissaient comme un jardin de chasteté, trop miraculeusement pour qu'il contentât son envie de les couvrir de caresses. Elle parfumait la chambre de son odeur de lys. Elle était le lys d'argent planté dans un vase d'or, la pureté précieuse, éternelle, impeccable. Dans son voile blanc, si étroitement serré autour d'elle, il n'y avait plus rien d'humain, rien qu'une flamme vierge brûlant d'un feu toujours égal. Le soir à son coucher, le matin à son réveil, il la trouvait là, avec son même sourire d'extase. Il laissait tomber ses vêtements devant elle, sans une gêne, comme devant sa propre pudeur. « Mère très pure, mère très chaste, mère toujours vierge, priez pour moi !» balbutia-t-il peureusement, se serrant aux pieds de la Vierge, comme s'il avait entendu derrière son dos le galop sonore d'Albine. « Vous êtes mon refuge, la source de ma joie, le temple de ma sagesse, la tour d'ivoire où j'ai enfermé ma pureté. Je me remets dans vos mains sans tache. Je vous supplie de me prendre, de me recouvrir d'un coin de votre voile, de me cacher sous votre innocence, derrière le rempart sacré de votre vêtement, pour qu'aucun souffle charnel ne m'atteigne là. J'ai besoin de vous. Je me meurs sans vous. Je me sens à jamais séparée de vous, si vous ne m'emportez entre vos bras secourables, loin d'ici, au milieu de la blancheur ardente que vous habitez. Marie, conçue sans péché, anéantissez-moi au fond de la neige immaculée tombant de chacun de vos membres.
Vous êtes le prodige d'éternelle chasteté. Votre race a poussé sur un rayon, ainsi qu'un arbre merveilleux qu'aucun germe n'a planté. Votre fils Jésus est né du souffle de Dieu. Vous-même êtes né sans que le ventre de votre mère fût souillé. Et je veux croire que cette virginité remonte ainsi d'âge en âge dans une ignorance sans fin de la chair. Oh, vivre, grandir, en dehors de la honte des sens. Oh, multiplier, enfanter, sans la nécessité abominable du sexe, sous la seule approche d'un baiser céleste. Cet appel désespéré, ce cri épuré de désir, avait rassuré le jeune prêtre. La Vierge, toute blanche, les yeux au ciel, semblait sourire plus doucement de ses minces lèvres roses. Il reprit d'une voix attendrie. « Je voudrais encore être enfant. Je voudrais n'être jamais qu'un enfant marchant à l'ombre de votre robe. J'étais tout petit, je joignais les mains pour dire le nom de Marie. Mon berceau était blanc, mon corps était blanc, toutes mes pensées étaient blanches. Je vous voyais distinctement, je vous entendais m'appeler. J'allais à vous dans un sourire, sur des roses effeuillées. Et rien d'autre, je ne sentais pas, je ne pensais pas, je vivais juste assez pour être une fleur à vos pieds. On ne devrait point grandir. Vous n'auriez autour de vous que des têtes blondes, un peuple d'enfants qui vous aimerait, les mains pures, les lèvres saines, les membres tendres, sans une souillure, comme au sortir d'un bain de lait. Sur la joue d'un enfant, on baise son âme. Seul un enfant peut dire votre nom sans le salir. Plus tard, la bouche se gâte, empoisonne les passions. Moi-même, qui vous aime tant, qui me suis donné à vous, je n'ose à toute heure vous appeler, ne voulant pas vous faire rencontrer avec mes impuretés d'homme. J'ai prié, j'ai corrigé ma chair, j'ai dormi sous votre garde, j'ai vécu chaste, et je pleure en voyant aujourd'hui que je ne suis pas encore assez mort à ce monde pour être votre fiancé. Oh, Marie, Vierge adorable, que n'ai-je 5 ans, que ne suis-je resté l'enfant qui collait ses lèvres sur vos images? Je vous prendrai sur mon cœur, je vous coucherai à mon côté, je vous embrasserai comme une amie, comme une fille de mon âge. J'aurai votre robe étroite, votre voile enfantin, votre écharpe bleue, toute cette enfance qui fait de vous une grande sœur. Je ne chercherai pas à baiser vos cheveux, car la chevelure est une nudité qu'on ne doit point voir. Mais je baiserai vos pieds nus, l'un après l'autre, pendant des nuits entières, jusqu'à ce que j'aie effeuillé sous mes lèvres les roses d'or, les roses mystiques de vos veines. Il s'arrêta, attendant que la Vierge abaissât ses yeux bleus, l'effleura au front du bord de son voile. La Vierge restait enveloppée dans la mousseline jusqu'au cou, jusqu'aux ongles, jusqu'aux chevilles, tout entière au ciel, avec cet élancement du corps qui la rendait fluette, dégagée déjà de la terre. « Eh bien, continua-t-il plus follement, faites que je redevienne enfant, vierge bonne, vierge puissante. Faites que j'aie 5 ans. Prenez mes sens, prenez ma virilité, qu'un miracle emporte tout l'homme qui a grandi en moi. Vous régnez au ciel, rien ne vous est plus facile que de me foudroyer, que de sécher mes organes, de me laisser sans sexe, incapable du mal, si dépouillé de toute force que je ne puisse même plus lever le petit doigt sans votre consentement. Je veux être candide, de cette candeur qui est la vôtre, que pas un frisson humain ne saurait troubler. Je ne veux plus sentir ni mes nerfs, ni mes muscles, ni le battement de mon cœur, ni le travail de mes désirs. Je veux être une chose, une pierre blanche à vos pieds, à laquelle vous ne laisserez qu'un parfum, une pierre qui ne bougera pas de l'endroit où vous l'aurez jetée, sans oreilles, sans yeux, satisfaite d'être sous votre talon, ne pouvant songer à des ordures avec les autres pierres du chemin. Oh, alors, quelle béatitude! J'atteindrai sans effort, du premier coup, à la perfection que je rêve. Je me proclamerai enfin votre véritable prêtre. Je serai ce que mes études, mes prières, mes 5 années de lente initiation n'ont pu faire de moi. Oui, je nie la vie. Je dis que la mort de l'espèce est préférable à l'abomination continue qui la propage. La faute souille tout. C'est une puanteur universelle gâtant l'amour, empoisonnant la chambre des époux, le berceau des nouveau-nés.
et jusqu'aux fleurs pâmées sous le soleil, et jusqu'aux arbres laissant éclater leurs bourgeons. La terre baigne dans cette impureté dont les moindres gouttes jaillissent en végétation honteuse. Mais pour que je sois parfait, ô reine des anges, reine des vierges, écoutez mon cri, exaucez-le. Faites que je sois un de ces anges qui n'ont que 2 grandes ailes derrière les joues. Je n'aurai plus de tronc, plus de membres, je volerai à vous, si vous m'appelez. Je ne serai plus qu'une bouche qui dira vos louanges, qu'une paire d'ailes sans tache qui bercera vos voyages dans les cieux. Oh, la mort, la mort. Vierge vénérable, donnez-moi la mort de tout. Je vous aimerai dans la mort de mon corps, dans la mort de ce qui vit et de ce qui se multiplie. Je consommerai avec vous l'unique mariage dont veuille mon cœur. J'irai plus haut, toujours plus haut, jusqu'à ce que j'aie atteint le brasier où vous resplendissez. Là, c'est un grand astre, une immense rose blanche dont chaque feuille brûle comme une lune, un trône d'argent d'où vous rayonnez avec un tel embrasement d'innocence que le paradis entier reste éclairé de la seule lueur de votre voile. Tout ce qu'il y a de blanc, les aurores, la neige des sommets inaccessibles, les lys à peine éclos, l'eau des sources ignorées, le lait des plantes respectées du soleil, les sourires des vierges, les âmes des enfants morts au berceau, pleuvent sur vos pieds blancs. Alors je monterai à vos lèvres, ainsi qu'une flamme subtile. J'entrerai en vous, par votre bouche entr'ouverte, et les noces s'accompliront, pendant que les archanges tressailleront de notre allégresse. Être vierge, s'aimer vierge, garder au milieu des baisers les plus doux sa blancheur vierge, avoir tout l'amour couché sur des ailes de cygne, dans une nuée de pureté, au bras d'une maîtresse de lumière dont les caresses sont des jouissances d'âme. Perfection, rêve surhumain, désir dont mes os craquent, délices qui me mettent au ciel. Ô Marie, vase d'élection, châtrez en moi l'humanité, faites-moi eunuque parmi les hommes, afin de me livrer sans peur le trésor de votre virginité. Et l'abbé Mouret, claquant des dents, terrassé par la fièvre, s'évanouit sur le carreau. Livre 2e. Chapitre 1. Devant les 2 larges fenêtres, des rideaux de calicot soigneusement tirés éclairaient la chambre de la blancheur tamisée du petit jour. Elle était haute de plafond, très vaste, meublée d'un ancien meuble Louis XV, à bois peint en blanc, à fleurs rouges sur un semis de feuillage. Dans le trumeau, au-dessus des portes, aux 2 côtés de l'alcôve, des peintures laissaient encore voir les ventres et les derrières roses de petits amours volant par bandes, jouant à des jeux qu'on ne distinguait plus, tandis que les boiseries des murs, ménageant des panneaux ovales, les portes à double battant, le plafond arrondi, jadis à fond bleu de ciel, avec des encadrements de cartouches, de médaillons, de nœuds de ruban couleur chair, s'effaçaient d'un gris très doux, un gris qui gardait l'attendrissement de ce paradis fané. En face des fenêtres, la grande alcôve, s'ouvrant sous des enroulements de nuages, que des amours de plâtre écartaient, penchés, culbutés, comme pour regarder effrontément le lit, était fermée, ainsi que les fenêtres, par des rideaux de calicot cousus à gros points, d'une innocence singulière au milieu de cette pièce restée toute tiède d'une lointaine odeur de volupté. Assise près d'une console où une bouilloire chauffait sur une lampe à esprit de vin, Albine regardait les rideaux de l'alcôve, attentivement. Elle était vêtue de blanc, les cheveux serrés dans un fichu de vieille dentelle, les mains abandonnées, veillant d'un air sérieux de grande fille. Une respiration faible, un souffle d'enfant assoupi s'entendait dans le grand silence. Mais elle s'inquiéta au bout de quelques minutes. Elle ne put s'empêcher de venir, à pas légers, soulever le coin d'un rideau. Serge, au bord du grand lit, semblait dormir, la tête appuyée sur l'un de ses bras repliés. Pendant sa maladie, ses cheveux s'étaient allongés, sa barbe avait poussé. Il était très blanc, les yeux meurtris de bleu, les lèvres pâles.
Il avait une grâce de fille convalescente. Albine, attendrie, allait laisser retomber le coin du rideau. « Je ne dors pas, » dit Serge d'une voix très basse. Et il restait la tête appuyée, sans bouger un doigt, comme accablé d'une lassitude heureuse. Ses yeux s'étaient lentement ouverts. Sa bouche soufflait légèrement sur l'une de ses mains nues, soulevant le duvet de sa peau blonde. « Je t'entendais, » murmura-t-il encore. « Tu marchais tout doucement. » Elle fut ravie de ce tutoiement. Elle s'approcha, s'accroupit devant le lit pour mettre son visage à la hauteur du sien. « Comment vas-tu » demanda-t-elle. Et elle goûtait à son tour la douceur de ce « tu » qui lui passait pour la première fois sur les lèvres. « Oh, tu es guérie maintenant, » reprit-elle. « Sais-tu que je pleurais tout le long du chemin lorsque je revenais de là-bas avec de mauvaises nouvelles ? On me disait que tu avais le délire, que cette mauvaise fièvre, si elle te faisait grâce, t'emporterait la raison. Comme j'ai embrassé ton oncle Pascal lorsqu'il t'a amené ici pour ta convalescence. » Elle bordait le lit, elle était maternelle. « Vois-tu, ces roches brûlées, là-bas, ne te valaient rien. Il te faut des arbres, de la fraîcheur, de la tranquillité. Le docteur n'a pas même raconté qu'il te cachait ici. C'est un secret entre lui et ceux qui t'aiment. Il te croyait perdu. Va, personne ne nous dérangera. L'oncle Jean-Bernat fume sa pipe devant ses salades. Les autres feront prendre de tes nouvelles en cachette. Et le docteur lui-même ne reviendra plus parce que, à cette heure, c'est moi qui suis ton médecin. Il paraît que tu n'as plus besoin de drogue. Tu as besoin d'être aimé. Comprends-tu ? » Il semblait ne pas entendre, le crâne encore vide. Comme ses yeux, sans qu'il remuât la tête, fouillaient les coins de la chambre, elle pensa qu'il s'inquiétait du lieu où il se trouvait. « C'est ma chambre, dit-elle. Je te l'ai donnée. Elle est jolie, n'est-ce pas ? J'ai pris les plus beaux meubles du grenier. Puis j'ai fait ces rideaux de calicot pour que le jour ne m'aveuglât pas. Et tu ne me gênes nullement. Je coucherai au second étage. Il y a encore 3 ou 4 pièces vides. » Mais il restait inquiet. « Tu es seul ?» demanda-t-il. « Oui, pourquoi me fais-tu cette question ?» Il ne répondit pas. Il murmura d'un air d'ennui. « J'ai rêvé. Je rêve toujours. J'entends des cloches, et c'est cela qui me fatigue. » Au bout d'un silence, il reprit. « Va fermer la porte, mets les verrous. Je veux que tu sois seule, toute seule. » Quand elle revint, apportant une chaise, s'asseyant à son chevet, il avait une joie d'enfant. Il répétait « Maintenant, personne n'entrera. Je n'entendrai plus les cloches. Toi, quand tu parles, cela me repose. »« Veux-tu boire ?» demanda-t-elle. Il fit signe qu'il n'avait pas soif. Il regardait les mains d'Albine d'un air si surpris, si charmé de les voir, qu'elle en avança une au bord de l'oreiller, en souriant. Alors, il laissa glisser sa tête. Il appuya une joue sur cette petite main fraîche. Il eut un léger rire. Il dit « Ah, c'est doux comme de la soie. On dirait qu'elle souffle de l'air dans mes cheveux. Ne la retire pas, je t'en prie. » Puis il y eut un long silence. Ils se regardaient avec une grande amitié. Albine se voyait paisiblement dans les yeux vides du convalescent. Serge semblait écouter quelque chose de vague que la petite main fraîche lui confiait. « Elle est très bonne, ta main, » reprit-il. « Tu ne peux pas t'imaginer comme elle me fait du bien. Elle a l'air d'entrer au fond de moi pour m'enlever les douleurs que j'ai dans les membres. C'est une caresse partout, un soulagement, une guérison. » Il frottait doucement sa joue, il s'animait comme ressuscité. « Dis, tu ne me donneras rien de mauvais à boire ? Tu ne me tourmenteras pas avec toutes sortes de remèdes ? Ta main me suffit, vois-tu. Je suis venue pour que tu la mettes là, sous ma tête. »« Mon bon Serge, » murmura Albine, « tu as bien souffert, n'est-ce pas ?»« Souffert ? Oui, oui, mais il y a longtemps. J'ai mal dormi, j'ai eu des rêves épouvantables. Si je pouvais, je te raconterais tout cela. » Il ferma un instant les yeux. Il fit un grand effort de mémoire.
Je ne vois que du noir, balbutia-t-il. C'est singulier. J'arrive d'un long voyage. Je ne sais plus même d'où je suis parti. J'avais la fièvre, une fièvre qui galopait dans mes veines comme une bête. C'est cela, je me souviens. Toujours le même cauchemar me faisait ramper le long d'un souterrain interminable. À certaines grosses douleurs, le souterrain, brusquement, se murait. Un amas de cailloux tombait de la voûte. Des parois se resserraient. Je restais haletant, pris de la rage de vouloir passer outre. Et j'entrais dans l'obstacle, je travaillais des pieds, des poings, du crâne, en désespérant de pouvoir jamais traverser cet éboulement de plus en plus considérable. Puis, souvent, il me suffisait de le toucher du doigt. Tout s'évanouissait. Je marchais librement, dans la galerie élargie, n'ayant plus que la lassitude de la crise. Albine voulut lui poser la main sur la bouche. « Non, cela ne me fatigue pas de parler. Tu vois, je te parle à l'oreille. Il me semble que je pense et que tu m'entends. Le plus drôle, dans mon souterrain, c'est que je n'avais pas la moindre idée de retourner en arrière. Je m'entêtais, tout en pensant qu'il me faudrait des milliers d'années pour déblayer un seul des éboulements. C'était une tâche fatale que je devais accomplir sous peine des plus grands malheurs. Les genoux meurtris, le front heurtant le roc, je mettais une conscience pleine d'angoisse à travailler de toutes mes forces pour arriver le plus vite possible. Arriver où ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ferma les yeux, rêvant, cherchant. Puis il eut une moue d'insouciance. Il s'abandonna de nouveau sur la main d'Albine, en disant avec un rire : « Tiens, c'est bête, je suis un enfant. » Mais la jeune fille, pour voir s'il était bien à elle, tout entier, l'interrogea, le ramena aux souvenirs confus qu'il tentait d'évoquer. Il ne se rappelait rien. Il était réellement dans une heureuse enfance. Il croyait être né la veille. « Oh, je ne suis pas encore fort, dit-il. Vois-tu, le plus loin que je me souvienne, c'était dans un lit qui me brûlait partout le corps. Ma tête roulait sur l'oreiller ainsi que sur un brasier. Mes pieds s'usaient l'un contre l'autre, à se frotter, continuellement. Va, j'étais bien mal. Il me semblait qu'on me changeait le corps, qu'on m'enlevait tout, qu'on me raccommodait comme une mécanique cassée. » Ce mot le fit rire de nouveau. Il reprit. « Je vais être tout neuf. Ça m'a joliment nettoyé d'être malade. Mais qu'est-ce que tu me demandais ? Non, personne n'était là. Je souffrais tout seul, au fond d'un trou noir. Personne, personne. Et au-delà, il n'y a rien, je ne vois rien. Je suis ton enfant, veux-tu ? Tu m'apprendras à marcher. Moi, je ne vois que toi, maintenant. Ça m'est bien égal, tout ce qui n'est pas toi. Je te dis que je ne me souviens plus. Je suis venu, tu m'as pris, c'est tout. » Et il dit encore, apaisé, caressant. « Ta main est tiède à présent. Elle est bonne comme du soleil. Ne parlons plus, je me chauffe. » Dans la grande chambre, un silence frissonnant tombait du plafond bleu. La lampe à esprit de vin venait de s'éteindre, laissant la bouilloire jeter un filet de vapeur de plus en plus mince. Albine et Serge, tous deux la tête sur le même oreiller, regardaient les grands rideaux de calicot tirés devant les fenêtres. Les yeux de Serge surtout allaient là, comme à la source blanche de la lumière. Il s'y baignait, ainsi que dans un jour pâli, mesuré à ses forces de convalescent. Il devinait le soleil derrière un coin plus jaune du calicot, ce qui suffisait pour le guérir. Au loin, il écoutait un large roulement de feuillage, tandis que, à la fenêtre de droite, l'ombre verdâtre d'une haute branche, nettement dessinée, lui donnait le rêve inquiétant de cette forêt qu'il sentait si près de lui. « Veux-tu que j'ouvre les rideaux ?» demanda Albine, trompée par la fixité de son regard. « Non, non, » se hâta-t-il de répondre. « Il fait beau, tu aurais le soleil, tu verrais les arbres. »« Non, je t'en supplie, je ne veux rien du dehors. Cette branche qui est là me fatigue, à remuer, à pousser, comme si elle était vivante. Laisse ta main, je vais dormir. Il fait tout blanc, c'est bon. » Et il s'endormit candidement, veillé par Albine qui lui soufflait sur la face pour rafraîchir son sommeil. Chapitre 2.
Le lendemain, le beau temps s'était gâté. Il pleuvait. Serge, repris par la fièvre, passa une journée de souffrance, les yeux fixés désespérément sur les rideaux, d'où ne tombait qu'une lueur de cave, louche, d'un gris de cendre. Il ne devinait plus le soleil. Il cherchait cette ombre dont il avait eu peur, cette branche haute qui, noyée dans la buée blafarde de l'averse, lui semblait avoir emporté la forêt en s'effaçant. Vers le soir, agité d'un léger délire, il cria en sanglotant à Albine que le soleil était mort, qu'il entendait tout le ciel, toute la campagne pleurer la mort du soleil. Elle dut le consoler comme un enfant, lui promettre le soleil, l'assurer qu'il reviendrait, qu'elle le lui donnerait. Mais il plaignait aussi les plantes. Les semences devaient souffrir sous le sol, à attendre la lumière. Elles avaient ces cauchemars, elles rêvaient qu'elles rampaient le long d'un souterrain, arrêtées par des éboulements, luttant furieusement pour arriver au soleil. Et il se mit à pleurer à voix plus basse, disant que l'hiver était une maladie de la terre, qu'il allait mourir en même temps que la terre si le printemps ne les guérissait tous deux. Pendant 3 jours encore, le temps resta affreux. Des ondées crevaient sur les arbres dans une lointaine clameur de fleuves débordés. Des coups de vent roulaient, s'abattaient contre les fenêtres avec un acharnement de vagues énormes. Serge avait voulu qu'Albine fermât hermétiquement les volets. La lampe allumée, il n'avait plus le deuil des rideaux blafards. Il ne sentait plus le gris du ciel entrer par les plus minces fentes, couler jusqu'à lui, ainsi qu'une poussière qui l'enterrait. Il s'abandonnait, les bras amaigris, la tête pâle, d'autant plus faible que la campagne était plus malade. À certaines heures de nuages d'encre, lorsque les arbres tordus craquaient, que la terre laissait traîner ses herbes sous l'averse, comme des cheveux de noyer, il perdait jusqu'au souffle, il trépassait, battu lui-même par l'ouragan. Puis, à la première éclaircie, au moindre coin de bleu, entre 2 nuées, il respirait, il goûtait l'apaisement des feuillages essuyés, des sentiers blanchissants, des champs buvant leur dernière gorgée d'eau. Albine, maintenant, implorait à son tour le soleil. Elle se mettait 20 fois par jour à la fenêtre du palier, interrogeant l'horizon, heureuse des moindres taches blanches, inquiète des masses d'ombre, cuivrées, chargées de grêle, redoutant quelques nuages trop noirs qui lui tueraient son cher malade. Elle parlait d'envoyer chercher le docteur Pascal, mais Serge ne voulait personne. Il disait « Demain, il y aura du soleil sur les rideaux, je serai guéri. » Un soir qu'il était au plus mal, Albine lui donna sa main pour qu'il y posât la joue. Et, la main ne le soulageant pas, elle pleura de se voir impuissante. Depuis qu'il était retombé dans l'assoupissement de l'hiver, elle ne se sentait plus assez forte pour le tirer à elle seule du cauchemar où il se débattait. Elle avait besoin de la complicité du printemps. Elle-même dépérissait, les bras glacés, la laine courte, ne sachant plus lui souffler la vie. Pendant des heures, elle rôdait dans la grande chambre attristée. Quand elle passait devant la glace, elle se voyait noire, elle se croyait laide. Puis, un matin, comme elle relevait les oreillers, sans oser tenter encore le charme rompu de ses mains, elle crut retrouver le sourire du premier jour sur les lèvres de Serge, dont elle venait d'effleurer la nuque du bout des doigts. « Ouvre les volets, murmura-t-il. » Elle pensa qu'il parlait dans la fièvre, car, 1 heure auparavant, elle n'avait aperçu, de la fenêtre du palier, qu'un ciel en deuil. « Dors, reprit-elle tristement, je t'ai promis de t'éveiller au premier rayon. Dors encore, le soleil n'est pas là. »« Si, je le sens, le soleil est là. Ouvre les volets. » Chapitre 3. Le soleil était là, en effet. Quand Albine eut ouvert les volets, derrière les grands rideaux, la bonne lueur jaune chauffa de nouveau un coin de la blancheur du linge. Mais ce qui fit asseoir Serge sur son séant, ce fut de revoir l'ombre de la branche, le rameau qui lui annonçait le retour à la vie. Toute la campagne ressuscitée, avec ses verdures, ses eaux, son large cercle de collines, était là pour lui, dans cette tache verdâtre frissonnante au moindre souffle. Elle ne l'inquiétait plus. Il en suivait le balancement d'un air avide, ayant le besoin des forces de la sève qu'elle lui annonçait.
tandis que, le soutenant dans ses bras, Albine, heureuse, disait « Ah, mon bon Serge, l'hiver est fini, nous voilà sauvés !» Il se recoucha, les yeux déjà vifs, la voix plus nette. « Demain, dit-il, je serai très fort. Tu tireras les rideaux, je veux tout voir. » Mais, le lendemain, il fut pris d'une peur d'enfant. Jamais il ne consentit à ce que les fenêtres fussent grandes ouvertes. Il murmurait « Tout à l'heure, plus tard ». Il demeurait anxieux. Il avait l'inquiétude du premier coup de lumière qu'il recevrait dans les yeux. Le soir arriva, qu'il n'avait pu prendre la décision de revoir le soleil en face. Il était resté, le visage tourné vers les rideaux, suivant sur la transparence du linge le matin pâle, l'ardent midi, le crépuscule violâtre, toutes les couleurs, toutes les émotions du ciel. Là, se peignait jusqu'au frisson que le battement d'ailes d'un oiseau donne à l'air tiède, jusqu'à la joie des odeurs palpitant dans un rayon. Derrière ce voile, derrière ce rêve attendri de la vie puissante du dehors, il écoutait monter le printemps. Et même il étouffait un peu, par moments, lorsque l'afflux du sang nouveau de la terre, malgré l'obstacle des rideaux, arrivait à lui trop rudement. Et, le matin suivant, il dormait encore lorsqu'Albine, brusquant la guérison, lui cria « Serge, Serge, voici le soleil !» Elle tirait vivement les rideaux, elle ouvrait les fenêtres toutes larges. Lui se leva, se mit à genoux sur son lit, suffocant, défaillant, les mains serrées contre sa poitrine pour empêcher son cœur de se briser. En face de lui, il avait le grand ciel, rien que du bleu, un infini bleu. Il s'y lavait de la souffrance, il s'y abandonnait, comme dans un bercement léger. Il y buvait de la douceur, de la pureté, de la jeunesse. Seule la branche dont il avait vu l'ombre dépassait la fenêtre, tachait la mer bleue d'une verdure vigoureuse. Et c'était déjà là un jet trop fort pour ces délicatesses de malade qui se blessaient de la salissure des hirondelles volant à l'horizon. Il naissait. Il poussait de petits cris involontaires, noyés de clarté, battus par des vagues d'air chaud, sentant couler en lui tout un engouffrement de vie. Ses mains se tendirent, et il s'abattit, il retomba sur l'oreiller, dans une pâmoison. Quelle heureuse et tendre journée! Le soleil entrait à droite, loin de l'alcôve. Serge, pendant toute la matinée, le regarda s'avancer à petits pas. Il le voyait venir à lui, jaune comme de l'or, écornant les vieux meubles, s'amusant aux angles, glissant parfois à terre, pareil à un bout d'étoffe déroulé. C'était une marche lente, assurée, une approche d'amoureuse, étirant ses membres blonds, s'allongeant jusqu'à l'alcôve d'un mouvement rythmé, avec une lenteur voluptueuse qui donnait un désir fou de sa possession. Enfin, vers 2 heures, la nappe de soleil quitta le dernier fauteuil, monta le long des couvertures, s'étala sur le lit, ainsi qu'une chevelure dénouée. Serge abandonna ses mains amaigries de convalescent à cette caresse ardente. Il fermait les yeux à demi. Il sentait courir sur chacun de ses doigts des baisers de feu. Il était dans un bain de lumière, dans une étreinte d'astres. Et comme Albine était là, qui se penchait en souriant, « Laisse-moi » balbutia-t-il, les yeux complètement fermés. « Ne me serre plus si fort. Comment fais-tu donc pour me tenir ainsi, tout entier, entre tes bras ?» Puis, le soleil redescendit du lit, s'en alla à gauche, de son pas ralenti. Alors, Serge le regarda de nouveau tourner, s'asseoir de siège en siège, avec le regret de ne l'avoir pas retenu sur sa poitrine. Albine était restée au bord des couvertures. Tous deux, un bras passé au cou, virent le ciel pâlir peu à peu. Par moments, un immense frisson semblait le blanchir d'une émotion soudaine. Les langueurs de Serge s'y promenaient plus à l'aise, y trouvaient des nuances exquises qu'il n'avait jamais soupçonnées. Ce n'était pas tout du bleu, mais du bleu rose, du bleu lilas, du bleu jaune, une chair vivante, une vaste nudité immaculée qu'un souffle faisait battre comme une poitrine de femme. À chaque nouveau regard, au loin, il avait des surprises,
des coins inconnus de l'air, des sourires discrets, des rondeurs adorables, des gazes cachant au fond de paradis entrevus de grands corps superbes de déesses. Et il s'envolait, les membres allégés par la souffrance, au milieu de cette soie changeante, dans ce duvet innocent de l'azur. Ses sensations flottaient au-dessus de son être défaillant. Le soleil baissait, le bleu se fondait dans de l'or pur. La chair vivante du ciel blondissait encore, se noyait lentement de toutes les teintes de l'ombre. Pas un nuage, un effacement de vierge qui se couche, un déshabillement ne laissant voir qu'une raie de pudeur à l'horizon. Le grand ciel dormait. « Ah, le cher bambin !» dit Albine, en regardant Serge qui s'était endormi à son cou, en même temps que le ciel. Elle le coucha, elle ferma les fenêtres. Mais le lendemain, dès l'aube, elles étaient ouvertes. Serge ne pouvait plus vivre sans le soleil. Il prenait des forces, il s'habituait aux bouffées de grand air qui faisaient envoler les rideaux de l'alcôve. Même le bleu, l'éternel bleu, commençait à lui paraître fade. Cela le lassait d'être un cygne, une blancheur, et de nager sans fin sur le lac limpide du ciel. Il en arrivait à souhaiter un vol de nuages noirs, quelque écroulement de nuées qui rompit la monotonie de cette grande pureté. À mesure que la santé revenait, il avait des besoins de sensations plus fortes. Maintenant, il passait des heures à regarder la branche verte. Il aurait voulu la voir pousser, la voir s'épanouir, lui jeter des rameaux jusque dans son lit. Elle ne lui suffisait plus, elle ne faisait qu'irriter ses désirs en lui parlant de ces arbres dont il entendait les appels profonds, sans qu'il pût en apercevoir les cimes. C'était un chuchotement infini de feuilles, un bavardage d'eau courante, des battements d'ailes, toute une voix haute, prolongée, vibrante. « Quand tu pourras te lever, disait Albine, tu t'assoiras devant la fenêtre. Tu verras le beau jardin. » Il fermait les yeux, il murmurait « Oh, je le vois, je l'écoute. Je sais où sont les arbres, où sont les eaux, où poussent les violettes. » Puis il reprenait « Mais je le vois mal, je le vois sans lumière. Il faut que je sois très fort pour aller jusqu'à la fenêtre. » D'autres fois, lorsqu'elle le croyait endormi, Albine disparaissait pendant des heures, et, lorsqu'elle rentrait, elle le trouvait les yeux luisants de curiosité, dévoré d'impatience. Il lui criait « D'où viens-tu » et il la prenait par les bras, lui sentait les jupes, le corsage, les joues. « Tu sens toutes sortes de bonnes choses, hein ? Tu as marché sur de l'herbe ?» Elle riait, elle lui montrait ses bottines mouillées de rosée. « Tu viens du jardin, tu viens du jardin, répétait-il, ravi. Je le savais. Quand tu es entrée, tu avais l'air d'une grande fleur. Tu m'apportes tout le jardin dans ta robe. » Il la gardait auprès de lui, la respirant comme un bouquet. Elle revenait parfois avec des ronces, des feuilles, des bouts de bois accrochés à ses vêtements. Alors, il enlevait ces choses, il les cachait sous son oreiller, ainsi que des reliques. Un jour, elle lui apporta une touffe de roses. Il fut si saisi qu'il se mit à pleurer. Il baisait les fleurs, il les couchait avec lui, entre ses bras. Mais, lorsqu'elles se fanèrent, cela lui causa un tel chagrin qu'il défendit à Albine d'en cueillir d'autres. Il la préférait, elle, aussi fraîche, aussi embaumée, et elle ne se fanait pas. Elle gardait toujours l'odeur de ses mains, l'odeur de ses cheveux, l'odeur de ses joues. Il finit par l'envoyer lui-même au jardin, en lui recommandant de ne pas remonter avant 1 heure. « Vois-tu, comme cela, disait-il, j'ai du soleil, j'ai de l'air, j'ai des roses, jusqu'au lendemain. » Souvent, en la voyant rentrer, essoufflée, il la questionnait. Quelle allée avait-elle prise ? S'était-elle enfoncée sous les arbres ou avait-elle suivi le bord des prés ? Avait-elle vu des nids ? S'était-elle assise derrière un églantier ou sous un chêne ou à l'ombre d'un bouquet de peupliers ? Puis, lorsqu'elle répondait, lorsqu'elle tâchait de lui expliquer le jardin, il lui mettait la main sur la bouche. « Non, non, tais-toi, murmurait-il. J'ai tort, je ne veux pas savoir. J'aime mieux voir moi-même. » Et il retombait dans le rêve caressé de ces verdures qu'il sentait près de lui, à 2 pas. Pendant plusieurs jours, il ne vécut que de ce rêve.
Les premiers temps, disait-il, il avait vu le jardin plus nettement. À mesure qu'il prenait des forces, son rêve se troublait sous l'afflux du sang qui chauffait ses veines. Il avait des incertitudes croissantes. Il ne pouvait plus dire si les arbres étaient à droite, si les eaux coulaient au fond, si de grandes roches ne s'entassaient pas sous les fenêtres. Il en causait tout seul, très bas. Sur les moindres indices, il établissait des plans merveilleux qu'un chant d'oiseaux, un craquement de branches, un parfum de fleurs lui faisaient modifier pour planter là un massif de lilas, pour remplacer plus loin une pelouse par des plates-bandes. À chaque heure, il dessinait un nouveau jardin, au grand rire d'Albine, qui répétait, lorsqu'elle le surprenait, « Ce n'est pas ça, je t'assure. Tu ne peux pas t'imaginer. C'est plus beau que tout ce que tu as vu de beau. Ne te casse donc pas la tête. Le jardin est à moi, je te le donnerai. Va, il ne s'en ira pas. » Serge, qui avait déjà eu peur de la lumière, éprouva une inquiétude lorsqu'il se trouva assez fort pour aller s'accouder à la fenêtre. Il disait de nouveau « Demain », chaque soir. Il se tournait vers la ruelle, frissonnant, lorsqu'Albine rentrait et lui criait qu'elle sentait l'aubépine, qu'elle s'était griffé les mains en se creusant un trou dans une haie pour lui apporter toute l'odeur. Un matin, elle dut le prendre brusquement entre les bras. Elle le porta presque à la fenêtre, le soutint, le força à voir. « Es-tu poltron » disait-elle, avec son beau rire sonore. Et elle agitait une de ses mains à tous les points de l'horizon en répétant d'un air de triomphe, plein de promesses tendres. « Le Paradou ! Le Paradou !» Serge, sans voix, regardait. Chapitre 4. Une mer de verdure, en face, à droite, à gauche, partout. Une mer roulant sa houle de feuilles jusqu'à l'horizon, sans l'obstacle d'une maison, d'un pan de muraille, d'une route poudreuse. Une mer déserte, vierge, sacrée, étalant sa douceur sauvage dans l'innocence de la solitude. Le soleil seul entrait là, se vautrait en nappe d'or sur les prés, enfilait les allées de la course échappée de ses rayons, laissait pendre à travers les arbres ses fins cheveux flambants, buvait aux sources d'une lèvre blonde qui trempait l'eau d'un frisson. Sous ce poudroiement de flammes, le grand jardin vivait avec une extravagance de bête heureuse, lâchée au bout du monde, loin de tout, libre de tout. C'était une débauche telle de feuillage, une marée d'herbes si débordante, qu'il était comme dérobé d'un bout à l'autre, inondé, noyé. Rien que des pentes vertes, des tiges ayant des jaillissements de fontaines, des masses moutonnantes, des rideaux de forêt hermétiquement tirés, des manteaux de plantes grimpantes traînant à terre, des volées de rameaux gigantesques s'abattant de tous côtés. À peine pouvait-on, à la longue, reconnaître sous cet envahissement formidable de la sève l'ancien dessin du Paradou. En face, dans une sorte de cirque immense, devait se trouver le parterre, avec ses bassins effondrés, ses rampes rompues, ses escaliers déjetés, ces statues renversées dont on apercevait les blancheurs au fond des gazons noirs. Plus loin, derrière la ligne bleue d'une nappe d'eau, s'étalait un fouillis d'arbres fruitiers. Plus loin encore, une haute futaie enfonçait ses dessous violâtres, rayés de lumière, une forêt redevenue vierge, dont les cimes se mamelonnaient sans fin, tachées du vert jaune, du vert pâle, du vert puissant de toutes les essences. À droite, la forêt escaladait des hauteurs, plantait des petits bois de pin, se mourait en broussailles maigres, tandis que des roches nues entassaient une rampe énorme, un écroulement de montagnes barrant l'horizon. Des végétations ardentes y fendaient le sol, plantes monstrueuses immobiles dans la chaleur, comme des reptiles assoupis. Un filet d'argent, un éclaboussement qui ressemblait de loin à une poussière de perles, y indiquait une chute d'eau, la source de ces eaux calmes qui longeaient si indolemment le parterre. À gauche enfin, la rivière coulait au milieu d'une vaste prairie où elle se séparait en 4 ruisseaux dont on suivait les caprices sous les roseaux, entre les saules, derrière les grands arbres. À perte de vue, des pièces d'herbage élargissaient la fraîcheur des terrains bas, un paysage lavé d'une buée bleuâtre,
une éclaircie de jour se fondant peu à peu dans le bleu verdi du couchant. Le Paradou, le parterre, la forêt, les roches, les eaux, les prés, tenaient toute la largeur du ciel. Le Paradou, balbutia Serge, ouvrant les bras comme pour serrer le jardin tout entier contre sa poitrine. Il chancelait. Albine dut l'asseoir dans un fauteuil. Là, il resta 2 heures sans parler. Le menton sur les mains, il regardait. Par moments, ses paupières battaient, une rougeur montait à ses joues. Il regardait lentement, avec des étonnements profonds. C'était trop vaste, trop complexe, trop fort. « Je ne vois pas, je ne comprends pas !» cria-t-il en tendant ses mains à Albine avec un geste de suprême fatigue. La jeune fille alors s'appuya au dossier du fauteuil. Elle lui prit la tête, le força à regarder de nouveau. Elle lui disait à demi-voix « C'est à nous, personne ne viendra. Quand tu seras guérie, nous nous promènerons. Nous aurons de quoi marcher toute notre vie. Nous irons où tu voudras. Où veux-tu aller ?» Il souriait, il murmurait « Oh, pas loin, le premier jour, à 2 pas de la porte. Vois-tu, je tomberai. Tiens, j'irai là, sous cet arbre, près de la fenêtre. » Elle reprit doucement. « Veux-tu aller dans le parterre ? Tu verras les buissons de roses, les grandes fleurs qui ont tout mangé jusqu'aux anciennes allées qu'elles plantent de leurs bouquets. Aimes-tu mieux le verger, où je ne puis entrer qu'à plat ventre, tant les branches craquent sous les fruits ? Nous irons plus loin encore, si tu te sens des forces. Nous irons jusqu'à la forêt, dans des trous d'ombre, très loin, si loin que nous coucherons dehors, lorsque la nuit viendra nous surprendre. Ou bien, un matin, nous monterons là-haut, sur ces rochers. Tu verras les plantes qui me font peur. Tu verras les sources, une pluie d'eau, et nous nous amuserons à en recevoir la poussière sur la figure. Mais si tu préfères marcher le long des haies, au bord d'un ruisseau, il faudra prendre par les prairies. On est bien sous les saules, le soir, au coucher du soleil. On s'allonge dans l'herbe, on regarde les petites grenouilles vertes sauter sur les brins de jonc. Non, non, dit Serge, tu me lasses. Je ne veux pas voir si loin. Je ferai 2 pas. Ce sera beaucoup. Et moi-même, continua-t-elle, je n'ai encore pu aller partout. Il y a bien des coins que j'ignore. Depuis des années que je me promène, je sens des trous inconnus autour de moi, des endroits où l'ombre doit être plus fraîche, l'herbe plus molle. Écoute, je me suis toujours imaginé qu'il y en avait un surtout où je voudrais vivre à jamais. Il est certainement quelque part. J'ai dû passer à côté, ou peut-être se cache-t-il si loin que je ne suis pas allée jusqu'à lui dans mes courses continuelles. N'est-ce pas ? Serge, nous le chercherons ensemble, nous y vivrons. Non, non, tais-toi, balbutia le jeune homme. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Tu me fais mourir. Elle le laissa un instant pleurer dans ses bras, inquiète, désolée de ne pas trouver les paroles qui devaient le calmer. « Le Paradou n'est donc pas aussi beau que tu l'avais rêvé ?» demanda-t-elle encore. Il dégagea sa face, il répondit « Je ne sais plus. C'était tout petit, et voilà que ça grandit toujours. Emporte-moi, cache-moi. » Elle le ramena à son lit, le tranquillisant comme un enfant, le berçant d'un mensonge. « Eh bien, non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de jardin. C'est une histoire que je t'ai contée. Dors tranquille. » Chapitre 5. Chaque jour, elle le fit ainsi asseoir devant la fenêtre, aux heures fraîches. Il commençait à hasarder quelques pas en s'appuyant au meuble. Ses joues avaient des lueurs roses, ses mains perdaient leur transparence de cire. Mais, dans cette convalescence, il fut pris d'une stupeur des sens qui le ramena à la vie végétative d'un pauvre être né de la ville. Il n'était qu'une plante, ayant la seule impression de l'air où il baignait. Il restait replié sur lui-même, encore trop pauvre de sang pour se dépenser au dehors, tenant au sol, laissant boire toute la sève à son corps. C'était une seconde conception, une lente éclosion, dans l'œuf chaud du printemps. Albine, qui se souvenait de certaines paroles du docteur Pascal, éprouvait un grand effroi à le voir demeurer ainsi, petit garçon, innocent, hébété.
Elle avait entendu conter que certaines maladies laissaient derrière elles la folie pour guérison. Et elle s'oubliait des heures à le regarder, s'ingéniant comme les mères à lui sourire, pour le faire sourire. Il ne riait pas encore. Quand elle lui passait la main devant les yeux, il ne voyait pas, il ne suivait pas cette ombre. À peine, lorsqu'elle lui parlait, tournait-il légèrement la tête du côté du bruit. Elle n'avait qu'une consolation. Il poussait superbement. Il était un bel enfant. Alors, pendant une semaine, ce furent des soins délicats. Elle patientait, attendant qu'il grandît. À mesure qu'elle constatait certains éveils, elle se rassurait. Elle pensait que l'âge en ferait un homme. C'étaient de légers tressaillements lorsqu'elle le touchait. Puis, un soir, il eut un faible rire. Le lendemain, après l'avoir assis devant la fenêtre, elle descendit dans le jardin, où elle se mit à courir et à l'appeler. Elle disparaissait sous les arbres, traversait des nappes de soleil, revenait, essoufflée, tapant des mains. Lui, les yeux vacillants, ne la vit point d'abord. Mais, comme elle reprenait sa course, jouant de nouveau à cache-cache, surgissant derrière chaque buisson, en lui jetant un cri, il finit par suivre du regard la tache blanche de sa jupe. Et quand elle se planta brusquement sous la fenêtre, la face levée, il tendit les bras. Il fit mine de vouloir aller à elle. Elle remonta, l'embrassa, toute fière. « Ah, tu m'as vu, tu m'as vu !» criait-elle. « Tu veux bien venir dans le jardin avec moi, n'est-ce pas ? Si tu savais comme tu me désoles, depuis quelques jours, à faire la bête, à ne pas me voir, à ne pas m'entendre !» Il semblait l'écouter avec une légère souffrance qui lui pliait le cou, d'un mouvement peureux. « Tu vas mieux, pourtant, continuait-elle. Te voilà assez fort pour descendre quand tu voudras. Pourquoi ne me dis-tu plus rien ? Tu as donc perdu ta langue ? Ah, quel marmot ! Vous verrez qu'il me faudra lui apprendre à parler. » Et, en effet, elle s'amusa à lui nommer les objets qu'il touchait. Il n'avait qu'un balbutiement. Il redoublait les syllabes, ne prononçant aucun mot avec netteté. Cependant, elle commençait à le promener dans la chambre. Elle le soutenait, le menait du lit à la fenêtre. C'était un grand voyage. Il manquait de tomber 2 ou 3 fois en route, ce qui la faisait rire. Un jour, il s'assit par terre, et elle eut toutes les peines du monde à le relever. Puis, elle lui fit entreprendre le tour de la pièce, en l'asseyant sur le canapé, les fauteuils, les chaises. Tour de ce petit monde qui demandait une bonne heure. Enfin, il put risquer quelques pas tout seul. Elle se mettait devant lui, les mains ouvertes, reculait en l'appelant, de façon à ce qu'il traversât la chambre pour retrouver l'appui de ses bras. Quand il boudait, qu'il refusait de marcher, elle ôtait son peigne qu'elle lui tendait comme un joujou. Alors, il venait le prendre et il restait tranquille, dans un coin, à jouer pendant des heures avec le peigne, à l'aide duquel il grattait doucement ses mains. Un matin, Albine trouva Serge debout. Il avait déjà réussi à ouvrir un volet. Il s'essayait à marcher, sans s'appuyer aux meubles. « Voyez-vous, le gaillard ?» dit-elle gaiement. « Demain, il sautera par la fenêtre, si on le laisse faire. Nous sommes donc tout à fait solides, maintenant. » Serge répondit par un rire de puérilité. Ses membres avaient repris la santé de l'adolescence, sans que des sensations plus conscientes se fussent éveillées en lui. Il restait des après-midi entiers en face du Paradou, avec sa moue d'enfant qui ne voit que du blanc, qui n'entend que le frisson des bruits. Il gardait ses ignorances de gamin, son toucher si innocent encore, qu'il ne lui permettait pas de distinguer la robe d'Albine de l'étoffe des vieux fauteuils. Et c'était toujours un émerveillement d'yeux, grands ouverts, qui ne comprennent pas, une hésitation de gestes, ne sachant point aller où ils veulent, un commencement d'existence, purement instinctif, en dehors de la connaissance du milieu. L'homme n'était pas né. « Bien, bien, fais la bête, » murmura Albine. « Nous allons voir. » Elle ôta son peigne, elle le lui présenta. « Veux-tu mon peigne ?» dit-elle. « Viens le chercher. » Puis, quand elle l'eut fait sortir de la chambre, en reculant, elle lui passa un bras à la taille, elle le soutint à chaque marche. Elle l'amusait, tout en remettant son peigne, lui chatouillait le cou du bout de ses cheveux,
ce qui l'empêchait de comprendre qu'il descendait. Mais, en bas, avant qu'elle eût ouvert la porte, il eut peur, dans les ténèbres du corridor. « Regarde donc !» cria-t-elle, et elle poussa la porte toute grande. Ce fut une aurore soudaine, un rideau d'ombre tiré brusquement, laissant voir le jour dans sa gaieté matinale. Le parc s'ouvrait, s'étendait d'une limpidité verte, frais et profond comme une source. Serge, charmé, restait sur le seuil, avec le désir hésitant de tâter du pied ce lac de lumière. « On dirait que tu as peur de te mouiller, » dit Albine. « Va, la terre est solide. » Il avait hasardé un pas, surpris de la résistance douce du sable. Ce premier contact de la terre lui donnait une secousse, un redressement de vie, qui le planta un instant debout, grandissant, soupirant. « Allons, du courage !» répéta Albine. « Tu sais que tu m'as promis de faire 5 pas. Nous allons jusqu'à ce mûrier qui est sous la fenêtre. Là, tu te reposeras. » Il mit un quart d'heure pour faire les 5 pas. À chaque effort, il s'arrêtait, comme s'il lui avait fallu arracher les racines qui le tenaient au sol. La jeune fille, qui le poussait, lui dit encore en riant « Tu as l'air d'un arbre qui marche !» Et elle l'adossa contre le mûrier, dans la pluie de soleil tombant des branches. Puis, elle le laissa. Elle s'en alla d'un bond, en lui criant de ne pas bouger. Serge, les mains pendantes, tournait lentement la tête en face du parc. C'était une enfance. Les verdures pâles se noyaient d'un lait de jeunesse, baignaient dans une clarté blonde. Les arbres restaient puérils, les fleurs avaient des chairs de bambins, les eaux étaient bleues d'un bleu naïf de beaux yeux grands ouverts. Il y avait, jusque sous chaque feuille, un réveil adorable. Serge s'était arrêté à une trouée jaune qu'une large allée faisait devant lui, au milieu d'une masse épaisse de feuillage. Tout au bout, au levant, des prairies trempées d'or semblaient le champ de lumière où descendait le soleil, et il attendait que le matin prît cette allée pour couler jusqu'à lui. Il le sentait venir dans un souffle tiède, très faible d'abord, à peine effleurant sa peau, puis s'enflant peu à peu, si vif qu'il en tressaillait tout entier. Il le goûtait venir, d'une saveur de plus en plus nette, lui apportant l'amertume saine du grand air, mettant à ses lèvres le régal des aromates sucrés, des fruits acides, des bois laiteux. Il le respirait venir avec les parfums qu'il cueillait dans sa course. L'odeur de la terre, l'odeur des bois ombreux, l'odeur des plantes chaudes, l'odeur des bêtes vivantes, tout un bouquet d'odeurs dont la violence allait jusqu'au vertige. Il l'entendait venir, du vol léger d'un oiseau rasant l'herbe, tirant du silence le jardin entier, donnant des voix à ce qu'il touchait, lui faisant sonner aux oreilles la musique des choses et des êtres. Il le voyait venir, du fond de l'allée, des prairies trempées d'or, l'air rose, si gai qu'il éclairait son chemin d'un sourire, au loin gros comme une tache de jour, devenu en quelques bonds la splendeur même du soleil. Et le matin vint battre le mûrier contre lequel Serge s'adossait. Serge naquit dans l'enfance du matin. « Serge, Serge !» cria la voix d'Albine, perdue derrière les hauts buissons du parterre. « N'aie pas peur, je suis là !» Mais Serge n'avait plus peur. Il naissait dans le soleil, dans ce bain pur de lumière qui l'inondait. Il naissait à 25 ans, les sens brusquement ouverts, ravi du grand ciel, de la terre heureuse, du prodige de l'horizon étalé autour de lui. Ce jardin, qu'il ignorait la veille, était une jouissance extraordinaire. Tout l'emplissait d'extase, jusqu'aux brins d'herbe, jusqu'aux pierres des allées, jusqu'aux haleines qu'il ne voyait pas et qui lui passaient sur les joues. Son corps entier entrait dans la possession de ce bout de nature, l'embrassait de ses membres. Ses lèvres le buvaient, ses narines le respiraient. Il l'emportait dans ses oreilles, il le cachait au fond de ses yeux. C'était à lui. Les roses du parterre, les branches hautes de la futaie, les rochers sonores de la chute des sources, les prés où le soleil plantait ses épis de lumière, étaient à lui. Puis, il ferma les yeux, il se donna la volupté de les rouvrir lentement pour avoir l'éblouissement d'un second réveil.
Les oiseaux ont mangé toutes les fraises, dit Albine, qui accourait, désolée. Tiens, je n'ai pu trouver que ces deux-là. Mais elle s'arrêta, à quelques pas, regardant Serge avec un étonnement ravi, frappé au cœur. Comme tu es beau, cria-t-elle, et elle s'approcha davantage. Elle resta là, noyée en lui, murmurant. Jamais je ne t'avais vu. Il avait certainement grandi. Vêtu d'un vêtement lâche, il était planté droit, un peu mince encore, les membres fins, la poitrine carrée, les épaules rondes. Son cou blanc, taché de brun à la nuque, tournait librement, renversait légèrement la tête en arrière. La santé, la force, la puissance étaient sur sa face. Il ne souriait pas, il était au repos, avec une bouche grave et douce, des joues fermes, un nez grand, des yeux gris, très clairs, souverains. Ses longs cheveux, qui lui cachaient tout le crâne, retombaient sur ses épaules en boucles noires, tandis que sa barbe, légère, frisait à sa lèvre et à son menton, laissant voir le blanc de la peau. « Tu es beau, répétait Albine, lentement, accroupie devant lui, levant des regards caressants. « Mais pourquoi me boudes-tu maintenant ? Pourquoi ne me dis-tu rien ?» Lui, sans répondre, demeurait debout. Il avait les yeux au loin. Il ne voyait pas cet enfant à ses pieds. Il parla seul. Il dit, dans le soleil, « Que la lumière est bonne !» Et l'on eût dit que cette parole était une vibration même du soleil. Elle tomba, à peine murmurée, comme un souffle musical, un frisson de la chaleur et de la vie. Il y avait quelques jours déjà qu'Albine n'avait plus entendu la voix de Serge. Elle la retrouvait, ainsi que lui, changée. Il lui sembla qu'elle s'élargissait dans le parc avec plus de douceur que la phrase des oiseaux, plus d'autorité que le vent courbant les branches. Elle était reine, elle commandait. Tout le jardin l'entendit, bien qu'elle eût passé comme une haleine, et tout le jardin tressaillit de l'allégresse qu'elle lui apportait. « Parle-moi, implora Albine, tu ne m'as jamais parlé ainsi. En haut, dans la chambre, quand tu n'étais pas encore muet, tu causais avec un babillage d'enfant. D'où vient donc que je ne reconnais plus ta voix ? Tout à l'heure, j'ai cru que ta voix descendait des arbres, qu'elle m'arrivait du jardin entier, qu'elle était un de ces soupirs profonds qui me troublaient la nuit avant ta venue. Écoute, tout se tait pour t'entendre parler encore. » Mais il continuait à ne pas la savoir là, et elle se faisait plus tendre. « Non, ne parle pas si cela te fatigue. Assois-toi à mon côté, nous resterons sur ce gazon jusqu'à ce que le soleil tourne. Et regarde, j'ai trouvé 2 fraises. J'ai eu bien de la peine, va. Les oiseaux mangent tout. Il y en a une pour toi, les 2 si tu veux. Ou bien nous les partagerons pour goûter à chacune. Tu me diras merci et je t'entendrai. » Il ne voulut pas s'asseoir. Il refusa les fraises qu'Albine jeta avec dépit. Elle-même n'ouvrit plus les lèvres. Elle l'aurait préféré malade, comme au premier jour, lorsqu'elle lui donnait sa main pour oreiller et qu'elle le sentait renaître sous le souffle dont elle lui rafraîchissait le visage. Elle maudissait la santé, qui maintenant le dressait dans la lumière, pareil à un jeune dieu indifférent. Allait-il donc rester ainsi, sans regard pour elle ? Ne guérirait-il pas davantage jusqu'à la voir et à l'aimer ? Et elle rêvait de redevenir sa guérison, d'achever par la seule puissance de ses petites mains cette cure de seconde jeunesse. Elle voyait bien qu'une flamme manquait au fond de ses yeux gris, qu'il avait une beauté pâle, semblable à celle des statues tombées dans les orties du parterre. Alors, elle se leva, elle vint le reprendre à la taille, lui soufflant sur la nuque pour l'animer. Mais ce matin-là, Serge n'eut pas même la sensation de cette haleine qui soulevait sa barbe soyeuse. Le soleil avait tourné, il fallut rentrer. Dans la chambre, Albine pleura. À partir de cette matinée, tous les jours, le convalescent fit une courte promenade dans le jardin. Il dépassa le mûrier, il alla jusqu'au bord de la terrasse, devant le large escalier dont les marches rompues descendaient au parterre. Il s'habituait au grand air, chaque bain de soleil l'épanouissait.
Un jeune marronnier, poussé d'une graine tombée entre deux pierres de la balustrade, crevait la résine de ses bourgeons, déployait ses éventails de feuilles avec moins de vigueur que lui. Même un jour, il avait voulu descendre l'escalier, mais, trahi par ses forces, il s'était assis sur une marche, parmi des pariétaires grandis dans les fentes des dalles. En bas, à gauche, il apercevait un petit bois de roses. C'était là qu'il rêvait d'aller. « Attends encore, disait Albine. Le parfum des roses est trop fort pour toi. Je n'ai jamais pu m'asseoir sous les rosiers sans me sentir toute lasse, la tête perdue, avec une envie très douce de pleurer. Va, je te mènerai sous les rosiers, et je pleurerai, car tu me rends bien triste. »